1974, un film sort dans les salles. Dès les premières secondes, un message s'affiche à l'écran. Il affirme que ce que nous allons voir est inspiré de faits réels, des images brutes, un ton presque documentaire. Le spectateur est prévenu. Ceci n'est pas une fiction ordinaire. Pendant des décennies, ce message va marquer les esprits. Et avec lui, un personnage devenu légendaire. Leatherface apparaît comme une force brute, silencieux, instable. Il ne parle presque pas. Son visage est dissimulé derrière un masque fait de peau humaine. Il vit dans une maison isolée, au milieu de nulle part, entouré d'une famille dégénérée. Leatherface n'est pas un tueur intelligent. Il ne planifie pas. Il obéit. Il agit par réflexe, comme un enfant piégé dans un corps de géant. Le film montre un monde sale, étouffant, une chaleur constante, des routes désertes. La violence surgit sans avertissement, sans musique, sans mise en scène héroïque. Leatherface n'est pas un slasher classique. Il ne poursuit pas ses victimes pour le plaisir. Il protège son territoire. Il exécute ce qu'on attend de lui. C'est cette absence de logique qui rend le personnage si dérangeant. Mais le film ne se contente pas de créer un monstre. Il affirme autre chose. Il prétend que cette horreur vient du réel, que Leatherface aurait existé, que cette maison, cette folie, ces actes auraient une origine authentique. Alors la question s'impose. Si Leatherface est une fiction, d'où vient cette idée? Les créateurs du film ne citent aucun nom, aucun lieu précis. Ils parlent simplement d'une inspiration, assez pour ancrer la peur, assez pour troubler la frontière entre cinéma et réalité. Car derrière Leatherface, il existe bien une affaire réelle, mais elle est très différente de ce que le film montre. Son nom était Ed Gein. Il vivait dans les années 1950, à Plainfield, dans le Wisconsin, une petite ville rurale, calme, ordinaire. Ed Gein n'était pas marginal en apparence. Il était connu des habitants, serviable, poli, presque invisible. Ed Gein vivait seul dans une vieille ferme familiale, une maison banale, pas de cris, pas de violence visible, rien qui ne la distingue des autres maisons du voisinage. À l'intérieur pourtant, quelque chose n'allait pas. Ed Gein était obsédé par la mort, par le corps humain, par sa mère, disparue depuis des années. Il ne cherchait pas le chaos, il cherchait à reconstruire, à conserver, à figer le passé. Ses actes n'étaient pas fréquents, mais ils étaient précis, calculés et profondément dérangeants. En 1957, la disparition d'une commerçante alerte la police. Les soupçons mènent jusqu'à Ed Gein. Lorsque les autorités entrent dans sa maison, elles découvrent l'impensable. Pas une scène de massacre, mais une accumulation d'objets fabriqués à partir de restes humains, des éléments du quotidien, transformés, détournés. C'est ici que le cinéma intervient. Les créateurs de Massacre à la tronçonneuse se sont inspirés de cette obsession morbide, mais ils ont tout amplifié. Ed Gein devient Leatherface. La solitude devient une famille monstrueuse. L'obsession devient une violence permanente. La réalité, trop silencieuse, est transformée en chaos. Parce que la vérité dérange autrement. Ed Gein ne courait pas après ses victimes. Il n'hurlait pas. Il ne terrorisait pas une région entière. Il agissait dans l'ombre, lentement, sans témoin. Et c'est précisément cela que le cinéma ne pouvait pas montrer tel quel. Leatherface n'est pas Ed Gein, mais il en est une déformation, un reflet exagéré, une caricature brutale d'une réalité bien plus froide. Le film a créé un monstre visible, pour masquer une horreur invisible. Leatherface n'a jamais existé, mais il n'est pas né de rien. Il est le résultat d'une réalité transformée, amplifiée, rendue supportable par la fiction. Ed Gein, lui, a bel et bien vécu, dans une maison ordinaire, dans une ville tranquille, sans masque, sans tronçonneuse. Et c'est peut-être cela qui reste le plus troublant, car le réel n'a pas besoin de spectacle pour être inquiétant. Il lui suffit d'exister.